poison. Dimanche 29, bonsoir et merci de votre présence. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord était à Gao hier samedi. Amadou Konaté, par cette visite, voulait s'imprégner des conditions de vie et de travail de la population et d'apporter le message du président de la République et du Premier ministre. La correspondance sur place de Daouda Zoumana Traoré. Après l'accueil, le ministre Hamadoun Konaté, chargé de l'action humanitaire, et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités. Une couche comprenant les chefs de quartier, les imams et les chefs coutumiers. C'est à quelques encablures de la mosquée des Askia, ce lieu béni, que le ministre et sa délégation ont été reçus. Les notabilités de Gao sont avec leurs autorités et leur république. Ils sont toujours avec l'État. Il n'y a pas beaucoup de problèmes, sauf ce qui s'est passé. Et que vraiment ils savent que le gouvernement est en train de chercher la solution. Dans tous les cas, ils sont avec le gouvernement du Mali. Cette assurance donnée par la chefferie traditionnelle rime avec la vision et le message du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. La paix et la tranquillité partout au Mali. Il m'a chargé aussi de vous dire que notre pays, quelles que soient les épreuves qu'il sera appelé à connaître, restera un et indivisible. Il restera grand de son histoire, il restera grand de sa force d'espérance face à l'avenir. Et que ce qui se passe aujourd'hui n'entraîne nullement ni le désarroi, ni le désespoir, ni la désunion entre les fils du Mali, qui sont multiples, qui sont diverses, mais tous maliens. Et la grandeur du Mali, c'est d'avoir su gérer la diversité, d'avoir su gérer la différence et d'avoir surtout su gérer la sagesse. Pour mieux véhiculer ce message de paix du président de la République, la délégation a rencontré toutes les couches socio-professionnelles de Gao. Les Maliens vivant au Sénégal soutiennent les autorités du pays et les forces de défense et de sécurité. Ils l'ont fait savoir lors d'un grand meeting tenu à l'ambassade du Mali. Les manifestants ont remis une déclaration à l'ambassadeur du Mali, nous signale Suleiman Kantara Sissoko depuis Dakar. Nous déclarons solennellement notre solidarité et notre soutien patriotique au président de la République, au gouvernement de la République du Mali et aux forces armées du Mali pour tous les efforts et initiatives engagés et à entreprendre pour préserver l'intégrité territoriale du Mali, la paix et l'unité nationale. Restons mobilisés pour la défense de la patrie. La déclaration a été remise à l'ambassadeur du Mali qui s'est réjoui. Vous l'avez dit dans vos différentes déclarations, notamment dans le document que vous avez eu à me remettre à l'intention des hautes autorités maliennes. Vous avez dit qu'il faut se démarquer de tout amalgame. Il faut se démarquer de toute passion. Il faut se démarquer de toute stigmatisation. L'heure est au dialogue, comme le président de la République lui-même a eu à le dire. Le Mali est un, était un, demeurera un ad aeternam. Autre soutien de taille aux autorités et aux forces de défense du pays, celui des responsables de la plateforme des associations des jeunes du Nord et sympathisants. Ils condamnent les événements survenus à Kidal et demandent à l'État malien et aux groupes armés de rejoindre la table de négociation. Moussa Fane nous fait le point. L'objectif de cette conférence de presse était de clarifier la position des responsables de la plateforme des associations des jeunes du Nord. Pour cette plateforme, la République du Mali doit rester une, laïque et démocratique. L'armée malienne doit être nationale et républicaine. Le développement économique et social du pays doit être juste et équitable à travers le dialogue, la justice sociale, la bonne gouvernance et la responsabilité. L'implication de la jeunesse doit être au cœur du processus de sortie de crise.
La plateforme des associations des jeunes du Nord s'engage à soutenir l'État dans ses efforts de dialogue pour une sortie de crise. Elle demande aussi à l'État et au groupe signataire de l'accord préliminaire de Ouagadougou de s'asseoir autour d'une table afin de trouver une solution durable pour la paix. C'est un cri de cœur que la jeunesse a demandé à tous les partis, à tous les protagonistes de se retrouver à la table de négociation. Parce que la guerre n'a jamais, nulle part régler quoi que ce soit. Le Mali a souffert de cette crise. Notre plus grand ennemi aujourd'hui, c'est le sous-développement. Nous devons être unis et sans la paix, il n'y a pas de développement. Mettons-nous ensemble, toutes les communautés du sud au nord, pour que le Mali soit le Mali de nos rêves. Les jeunes ont condamné les récents événements survenus à Kidal. Auparavant, ils avaient observé une minute de silence à la mémoire de tous les militaires et civils tombés sous les champs de l'honneur. La situation sécuritaire au nord du Mali évolue de manière positive. La phase de réorganisation des troupes est en cours et le moral est bon. Ces informations nous viennent du ministre de la Défense et des anciens combattants. Dans un entretien exclusif avec Sidiki Dambélé, Soumeilou Boubei Maïga fait le point de la situation sur le terrain à la date d'aujourd'hui. Nous l'écoutons. La situation sur le terrain, elle est semblable à celle que j'avais indiquée il y a quelques jours, à savoir qu'à part Kidal, nous sommes sur l'ensemble de nos positions dans la région de Kidal, à savoir à Tessalit, à Gelok, et puis dans la région de Gao, à Menaka, Ansongo, El Mustarat. Concernant Nefis, dont nos troupes s'étaient retirées pour se réorganiser, nous sommes en phase de redéploiement. On avait voulu le faire hier, mais compte tenu des affrontements intercommunautaires qui se déroulaient dans les environs de Tabankort et tout ça, nous avons attendu de mieux évaluer les conditions de sûreté avant de nous redéployer. Et nous avons redéployé et renforcé notre position vers Ansongo, et avec la possibilité de soutenir davantage Menaka, où nous cohabitons, un peu comme c'était le cas avant le 17 mai, avec les groupes affiliés au MNLA et puis aux autres groupes. Dans les autres régions, nous essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contagion. Donc nous avons, dans ce cadre-là, dans la zone du MEMA, renforcer nos dispositifs, et puis nous sommes un peu plus attentifs dans le secteur de Tombouctou, parce que vers la frontière avec la Mauritanie également, il y a des tensions intercommunautaires qui peuvent avoir un impact sur notre dispositif global. Dans cette phase de réorganisation, quel est l'état des troupes? L'état d'esprit des troupes, nous sommes en phase de réorganisation, de réarmement moral aussi, pour penser les blessures de tous ordres que nos troupes ont connues, que ce soit les blessures d'amour-propre, les blessures physiques, faire le point de comment renforcer notre organisation. Donc nous avons renforcé le commandement opérationnel sur le terrain, nous avons continué d'y faire parvenir les ressources humaines qui sont nécessaires à la nouvelle situation. Et notre état d'esprit, comme je l'ai dit, c'est d'avoir un état d'esprit d'humilité, à savoir que quand nous engageons des actions militaires, elles peuvent aboutir ou ne pas aboutir, mais c'est toujours une étape dans un processus. C'est une bataille dans la guerre, qu'elle soit victorieuse ou non. Mais nous restons absolument déterminés, mobilisés, impliqués pour relever les défis qui s'imposent, parce que les défis que nous avons dans cette partie du territoire restent intacts, et donc nous serons toujours appelés à veiller à l'intégrité territoriale du pays, veiller à la sécurité des personnes et des biens. C'est vrai, du point de vue du bilan, nous avons une cinquantaine de morts, malheureusement, une quarantaine de blessés, 48 blessés.
Ils sont tous pris en charge. Oui, totalement, bien sûr. Donc c'est un peu cela. De l'autre côté, on ne connaît pas leur bilan, on sait qu'eux aussi ont eu des pertes, mais bon, pour le moment, ça ne nous intéresse pas particulièrement. Donc nous essayons de repenser tout cela et puis bon, de nous réorganiser et d'être en meilleure position pour accomplir nos missions. Sans trahir les secrets des discussions qui ont eu lieu entre le président de la République islamique de Mauritanie et les groupes rebelles, à un moment, il a bien dit qu'il ne discute pas avec des non-maliens et que ceux qui estiment qu'ils ne sont pas maliens n'ont pas le droit d'assister aux échanges. Et tous sont affirmés leur appartenance au Mali et sont restés donc dans la discussion. Donc je crois que ça c'est un problème qui ne se pose pas. Je pense que nous pour le moment nous nous réorganisons, nous tirons les leçons, nous essayons de tirer les leçons de l'action militaire, le voir par rapport à l'état général de notre dispositif, les correctifs qu'il faut apporter, de manière à insérer notre action dans l'action de l'État, dans la volonté unanime des Maliens de faire en sorte que précisément l'intégrité du territoire, la souveraineté de l'État puisse s'exercer partout. Monsieur le ministre, alors quelles sont les actions futures que vous comptez mener dans l'immédiat? Les actions futures, comme je l'ai dit, nous essayons de voir quelles sont les leçons apprises dans cette circonstance-là, les correctifs à apporter, travailler au réarmement moral de nos troupes, qui ne sont pas démobilisées, parce que comme je l'ai indiqué, c'est à ça que malgré tout on voit les progrès qui ont été accomplis, dans la mesure où les hommes n'ont pas fondamentalement été remplacés, mais les mêmes hommes aujourd'hui n'ont pas le même comportement qu'en 2012. En 2012, beaucoup avaient déjà traversé le pont de Wabaria, ce qui n'est pas le cas. Et ils se sont quand même repliés globalement en bon ordre. Ils se réorganisent, ils repensent leurs plaies et ils sont déterminés à poursuivre leur mission. Les événements du 21 mai n'ont pas entaché les collaborations avec l'AMISMA ou avec la force Serval sur le terrain? Non, nous avons, depuis le 21 mai, je pense que de part et d'autre, nous avons tiré les leçons, là également, de la situation du 21 mai. Et nous avons repris à travailler en synergie, parce qu'il faut bien savoir que ce sont nos forces partenaires ayant mission à nous accompagner, à nous aider dans la stabilisation de notre pays. Il peut arriver que nous n'ayons pas la même évaluation de la situation, entraînant de ce fait des réactions différentes. Mais fondamentalement, nos relations sont des relations de coopération. Donc actuellement, par exemple, tout ce que nous sommes en train de mettre en place du point de vue de la logistique de ravitaillement de Aguelok, Tessali, Tansongo, Menaka, nous le faisons en synergie, en relation avec Serval. Et puis, nous sommes en train de voir avec l'aménagement aussi, y compris sur Menaka, comment faire en sorte que la cohabitation qui nous est imposée à Kidal avec les groupes armés ne puisse pas amener une détérioration de la situation. Tout cela a un coût. Est-ce que vous avez vous disposez de tous les moyens aujourd'hui pour y faire face? Non, pour le moment, nous parvenons à faire aux charges qui découlent de cela, et c'est ça qui montre aussi la détermination de l'État, sa disponibilité. Et non, pour le moment, nous n'avons pas de problème de ce côté-là. Voilà un entretien de Siliki Dambélé. L'association malienne pour la survie au Sahel, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, accompagne les populations de Serere Rarous et Amzokoma. Un projet d'environ 15 millions de francs CFA vient d'être lancé. Il s'agit d'appuyer la cohésion sociale et de renforcer le dialogue national dans le cercle de Gourma Rarous. ORTM Tombouctou, Al-Mouzer, Al-Kamissa, Yatara. Cette cérémonie marque le lancement des activités du projet d'appui à la cohésion sociale et au renforcement du dialogue national
dans les cercles de Gourma-Rarousse. Objectif: consolider la paix dans les communes concernées, à savoir Rarousse, Seréré et Amzakoma. La cérémonie qui nous réunit vient renforcer les efforts des autorités administratives et politiques qui cherchent les voies pour une paix durable dans notre pays. Ce projet vise à la consolidation de la paix dans le cercle de Gourma-Rarousse à travers les communautés locales, les organisations de la société civile, les élus locaux et les leaders des associations féminines et jeunes. Initié par l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, et financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ce projet a été hautement salué par les autorités locales. Ce projet d'une durée de 4 mois et pour un coût total de 14 645 000 francs vient à point nommé. C'est avec une légitime fierté et plein d'honneur que nous saluons aujourd'hui la mise en œuvre de ce nouveau projet, dont l'objectif principal vise à cultiver cette cohésion sociale entre les différentes communautés. Pour parvenir à cette paix, l'implication active de toutes les couches sociales est nécessaire. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, Mahamadou Camara, en séjour à Paris, a rencontré aujourd'hui la communauté malienne de France. Le ministre a informé nos compatriotes sur la situation qui prévaut au Mali, notamment au nord du pays. Il a salué l'engagement des forces armées et de sécurité qui doivent bénéficier de l'appui de toute la nation. Mahamadou Camara a aussi rappelé que la MINUSMA et l'opération Serval sont des forces partenaires du Mali. Et nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Un mot d'éducation. Les examens de fin d'année, c'est demain, lundi. À cette phase très importante de l'année scolaire, le ministre de l'Éducation s'est adressé aux élèves, aux parents d'élèves et à l'administration scolaire. Madame Togola Jacqueline Marie-Nana est au micro de Mamourou Sidibé. L'organisation des examens scolaires est une étape très importante dans la réalisation des activités de notre département. Elle requiert de nous tout le sens de la responsabilité et une grande rigueur dans l'accomplissement de nos tâches. L'évaluation de fin d'année permet aux élèves méritants de récolter le fruit des efforts consentis pendant toute l'année scolaire. Elle est aussi pour les enseignants, les parents d'élèves et l'administration scolaire l'occasion de mesurer l'efficacité des enseignements. Mesdames et messieurs, je voudrais insister particulièrement sur la nécessité pour nous tous de créer un sursaut national dans le sens de la moralisation des examens de cette année. Il faudrait pour ce faire bannir toutes les pratiques qui sont dénoncées chaque année et qui ont pour nom fuite de sujets, fraude, etc. Il y va non seulement de la crédibilité de nos examens, mais aussi de la qualité des ressources humaines qui doivent assurer le développement de notre pays dans un contexte marqué par la compétition internationale et la recherche de l'excellence. Tournons le dos aux solutions de facilité et œuvrons tous pour la réussite véritable et durable de nos enfants. Je souhaite à chaque candidat une bonne chance. Quittons le Mali pour l'Afrique du Sud. Les cérémonies d'investiture du président sud-africain Jacob Zuma s'y sont déroulées en présence du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, représentant le chef de l'État. Le ministre Diop était également porteur d'un message du président de la République sur la situation de crise qui prévaut actuellement au nord Mali, particulièrement à Kidal. Dans la foulée, il a eu des échanges avec plusieurs personnalités, des échanges qu'il juge fructueux. Nos envoyés spéciaux à Pretoria sont Ibrahim Traoré et Dembawan. Pretoria, la capitale politique sud-africaine, a fêté en grande pompe l'investiture du président Jacob Zuma. Il est réélu pour une deuxième mandat de 4 ans.
L'événement a mobilisé plusieurs chefs d'État et de gouvernement du continent. Le Mali était représenté par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Abdoulaye Diop était porteur de message du président Ibrahim Boubacar Keïta à Jacob Zuma et à ses autres pairs présents en Afrique du Sud. Dans la foulée, le ministre Diop a eu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec ses homologues du Sénégal, du Tchad et du Ghana. Les échanges ont essentiellement porté sur les derniers développements de la situation à Kidal. J'ai eu un entretien très intéressant avec mon homologue. On a essentiellement parlé du prochain sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu à Accra le 30 mai. Les chefs d'État vont réitérer leur soutien au gouvernement du Mali dans ses efforts de consolidation de la paix dans le nord du pays. Et puis, avec ce qui s'est passé à Kidal, on s'est rendu compte aussi qu'il est important de revoir le mandat de la MINUSMA. Have a review of the mandates of the various organizations. Le Tchad est solidaire du Mali, du peuple malien. Je crois que le choix qui a été fait depuis longtemps, c'est celui de la paix et de la réconciliation. Je pense que le moment est venu de régler le problème politique au Mali et de se tourner résolument vers la reconstruction et le renforcement de l'indépendance et de la souveraineté du Mali. Je crois que de ce côté, vous savez, le Tchad est membre non permanent du Conseil de sécurité. Il apporte tout son soutien pour cette démarche, pour la paix et la stabilité dans notre région. Nous nous devons en tout cas de partager avec nos frères des informations les plus récentes par rapport à ce qui s'est passé et puis recueillir leurs suggestions et conseils par rapport à la meilleure façon de trouver une solution qui ne peut que passer par le dialogue, la négociation et l'entente entre les Maliens. Donc je pense que nous avons apporté en tout cas les informations requises par rapport à ça et nous sommes en parfaite entente par rapport vraiment aux solutions à trouver. La situation à Kidal, il en a été largement question avec Lamini Zuma. La présidente de la Commission de l'Union africaine rassure les autorités nationales de l'engagement de l'Union africaine à soutenir le Mali à résoudre définitivement cette crise dans le nord du pays. L'Union africaine condamne ce qui s'est passé récemment à Kidal. D'ailleurs, une réunion de Conseil de sécurité et de la paix de l'UOA prévu bientôt va demander la révision du mandat actuel de la MINUSMA. Il n'est pas approprié au contexte actuel. Ce qui est arrivé ne doit plus se reproduire. And the mandate is not adequate. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale aura donc porté haut la voix du Mali en Afrique du Sud. Mission accomplie donc pour Abdoulaye Diop, qui repart de la capitale sud-africaine avec un réel soutien au Mali des chefs d'État et de gouvernement africains. À Genève, lancement de la candidature de notre compatriote Dr Nafo Fatoumata Traoré, ancienne ministre de la Santé et du Développement social, au poste de directeur du Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Le lancement de sa candidature a fait l'objet d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Mohamed Ould Mamouni nous en dit plus. J'amasse les bonnes compétences me permettant d'assumer les lourdes tâches de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. En plus de mon propre sentiment et intérêt, j'ai aussi été, comment dirais-je, renforcé par l'engagement, le soutien et la très grande confiance exprimée par son Excellence Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, et vous avez vu le témoignage aujourd'hui à travers son discours de soutien. Et je pense que les compatriotes, les différents collègues que j'ai connus au travers de mon parcours professionnel, les ambassadeurs que vous avez rencontrés, les ministres de la Santé présents à l'Assemblée mondiale de la santé qui étaient présents à cette cérémonie, vous avez vu l'expression de leur témoignage, toute chose qui me renforce dans cette conviction. Voilà, le docteur Nafo Fatoumata Traoré, bonne chance à vous. Un tour à Paris
précisément au jardin du Trocadéro, au pied de la Tour Eiffel. C'est là où se déroule la soirée dénommée La Nuit Verte. L'édition 2014 a ouvert ses portes vendredi. Elle enregistre plus d'1 millier d'agriculteurs des 12 départements du Nord bassin parisien. Parmi eux, une forte délégation malienne encadrée par le projet Cadre Intégré. Mohamed Diarra nous parle de cette deuxième édition. La Nuit Verte est un événement qui consacre la responsabilité sociale des entreprises du monde agricole et de ses partenaires. Depuis sa première édition, la Nuit Verte contribue à promouvoir les échanges entre agriculteurs français et africains. Pour l'édition 2014, le Mali est à l'honneur avec des produits transformés comme la confiture de mangue et de banane. Des produits certifiés conformes aux normes internationales requises et présentés ici par Multichem. Le succès que connaissent ces produits haut de gamme made in Mali ne fait pas de doute, comme l'illustre l'affluence au niveau du stand du Mali. Cette participation malienne est le fruit d'un accompagnement de longue haleine de la part des productrices maliennes à travers le projet Cadre Intégré, dont l'objectif est de garantir une rémunération juste aux femmes qui se chargent du commerce de ces produits. Les pots de confiture de mangue, ici nous avons le pot de confiture de papaye. Et ce que je vais juste ajouter, ce sont tous les produits fabriqués au Mali. Donc nous avons dévergé tout ça, comme je l'ai dit, certifié et qui répondent à toutes les normes internationales. La Nuit Verte véhicule 3 valeurs essentielles des agriculteurs. Une agriculture pour nourrir les hommes, une agriculture au cœur des enjeux environnementaux, une agriculture de transformation à la pointe de l'innovation. Chaque édition de la Nuit Verte propose une thématique principale. Après l'eau, la deuxième édition de la Nuit Verte a pour thème principal la biodiversité. Sur un tout autre sujet, tenu d'une conférence de presse sur la nouvelle tarification proposée par les autorités ivoiriennes, la disparition des barrages routiers et les raquettes, une initiative de la Confédération syndicale des transporteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Inaba, reportage. C'est une forte délégation ivoirienne qui a été reçue aujourd'hui par les transporteurs du Mali. Cette délégation, conduite par le secrétaire général de la Confédération syndicale des transporteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, était venue expliquer à leurs homologues maliens la nouvelle tarification sur le tronçon Yamoussoukro-Abidjan. À partir de maintenant, tronçon Yamoussoukro-Abidjan, c'est une autoroute. C'est une autoroute et est payant. Le gros porteur, c'est 5 000. Par péage. En totalité, ça fait 10 000 francs. Les petites voitures, c'est 2 500 francs. Les minicars de 30e place jusqu'à descendre, c'est 2 500 francs. Par poste, ça fait 5 000 francs. Le gros car 70 places, ça fait 3 750 francs. 50 francs, ça fait 7 500 francs par poste. Côté malien, les transporteurs affirment avoir pris bonne note. Une rencontre de concertation avec le service de tutelle et une assemblée générale des transporteurs figurent dans l'agenda des transporteurs maliens avant d'apprécier les nouvelles dispositions ivoiriennes. Ils ont conçu leur autoroute pour mettre du péage là-bas. Sur les 230 km, le véhicule doit payer 10 000 francs aller, 10 000 francs retour. Bon, moi, je pense qu'il y a les décideurs, qui est le conseil malien des transporteurs, et ils vont décider à partir de là-bas. L'axe Yamoussoukro-Abidjan a été réhabilité avec des aires de repos, un centre de secours avec 4 ambulances. Après l'étape de Bamako, la délégation ivoirienne se rendra au Burkina Faso. Et nous ouvrons à présent notre dossier de ce journal consacré au maraîchage. Notre capitale devient de plus en plus une ville de maraîchage par excellence pour promouvoir le secteur. Une zone maraîchère a été aménagée par l'État à Samanco depuis bientôt 2 ans. L'investissement a coûté environ 2 milliards de francs CFA. D'autres initiatives personnelles émergent à côté pour moderniser ce sous-secteur de l'agriculture. Voyons tout cela dans ce grand format consacré ce soir au développement du maraîchage à Bamako. Il est signé Ibrahima Traoui. Du maraîchage au cœur de Bamako, c'est le quotidien de cette vieille dame. Elle a 60 ans. Mamou Diarra exploite provisoirement une parcelle de 10 mètres carrés à la CI 2000. Elle pratique ce travail depuis plus de 20 ans. Son âge ne l'empêche aucunement de puiser tous les jours de l'eau, de transporter l'arrosoir ou encore
de biner ses planches avec sa petite daba. Elle fait pousser ici de la salade, des tomates et autres légumes. Nous avons trop de difficultés. Je fais tout ça à la main. La nuit, je ne dors même pas à cause de la fatigue. Même le repiquage, je le fais seul. Autour de cette vieille dame, plusieurs autres maraîchères vivent les mêmes difficultés. Elles travaillent quasiment dans l'incertitude, contrairement à la société coopérative des exploitants de parcelles aménagées du périmètre de Samanco. Ici, le gouvernement, avec l'appui de la coopération belge, a investi environ 2 milliards de francs CFA dans l'aménagement de 100 hectares qui abritent actuellement 220 maraîchers. Ce qu'on veut développer ici, c'est l'entrepreneuriat agricole. L'espace permet ça. Les 2500 mètres carrés permettent ça, de faire l'entrepreneuriat agricole. Donc, laisser cette mauvaise habitude de Bamako là, ils produisent, c'est presque l'autoconsommation. Ce qu'ils produisent, ils vendent, ils mangent. Ici, on veut qu'ils se développent. Ici, chaque maraîcher, si on prend quelques spéculations, 3-4 spéculations, en moyenne dans l'année, chaque exploitant doit se faire au moins 4 millions. Et le chiffre d'affaires ici, si les 332 maraîchers sont installés, le chiffre d'affaires annuel avoisine le milliard. On a plus d'1 milliard ici, si on prend toute l'explication. Chaque mois, on fait le suivi de l'état des cultures. Par exemple, pour le mois d'avril, précisément, il y a 25,5 hectares qui ont été cultivés sur toutes les parcelles. Donc ça nous permet de faire cet état. Et dans lequel les plus grandes parcelles ont été consacrées par exemple à la carotte. Un système d'arrosage à partir des motopompes est installé à 800 mètres de là, au niveau du fleuve, avec un réseau d'irrigation qui achemine l'eau jusque dans les parcelles. Le mètre cube coûte aux maraîchers 80 francs CFA. Ça commence vraiment à nous coûter cher. Les maraîchers ne parviennent pas à payer cette redevance-là à temps. Donc, vu les charges qui nous incombent, si on ne paye pas à temps la redevance d'eau, donc ça peut avenir quelque chose de grave parce que déjà l'électricité nous coûte plus de 10 millions par mois. Donc plus les autres charges, nous avons presque les 5 millions par mois. Non loin de la zone maraîchère de Samanco, Amadou Sidibé nous ouvre les portes de son jardin pour expliquer une autre façon de travailler la terre. Il pratique ici le maraîchage sous serre. Cette installation équipée d'accessoires modernes lui a coûté une centaine de millions. Elle permet surtout de maîtriser la température à l'intérieur. On utilise un système de brumerisation. La brumerisation, c'est de l'eau à haute pression, jusqu'à 4 bars de pression, et qui fait de la vapeur d'eau. C'est de l'eau à micron d'eau qui abaisse la température quand la température est élevée dans la serre. On utilise ce système-là pour rafraîchir pour que les tomates ne brûlent pas. Avec cette technique, Amadou Sidibé parvient aujourd'hui à révolutionner ce sous-secteur de l'agriculture au Mali. Il produit plusieurs variétés de légumes et fruits, notamment de la tomate, du concombre, du poivron et du melon. J'ai contacté mes fournisseurs israéliens qui m'ont proposé ce modèle de serre tropicale qui est en fait une structure en galva avec un filet insecte-proof, du plastique et de l'ombrière pour abaisser l'effet de la chaleur. J'avoue que le résultat est au-delà de toutes les apparences. Vous voyez, les plantes croissent à un rythme effréné, la production est bonne. La tomate, on fait de la tomate qualité, on est presque en standard bio. Du fait du filet et de l'installation, on n'utilise presque pas de pesticides. On est parvenu à avoir au mètre carré de serre à peu près les 25 kilos. Et on a même obtenu des pics de, disons, 275 tonnes à l'hectare de tomates. Pour le melon, on arrive à atteindre les 50 tonnes. Le poivron, on arrive à atteindre les 40 tonnes. Et donc, si vous voyez la production, même au meilleur moment de l'année, la production traditionnelle qu'on a ici, on ne dépasse pas les 30 tonnes au mieux. Et nous, on arrivait à frôler les 300 tonnes. Ça veut dire qu'on multiplie la production par 10. Une quinzaine de personnes sont formées et employées dans ce potager. Elles travaillent à l'entretien des plants, mais aussi et surtout de l'ensemble du jardin. Un exemple à vulgariser. À ce jour, Bamako profite bien de la production maraîchère de l'intérieur et des environnants. La promotion de ce sous-secteur devrait booster davantage l'économie locale et surtout lutter considérablement contre la pauvreté. Oui, c'est du bon mélange. Toujours dans le même domaine, tenu d'une réunion technique sur la mise en œuvre du plan de la campagne agricole avec une gestion utile des subventions. C'était à Ségou, le reportage de Candicila.
En rencontrant les cadres régionaux du secteur agricole, le directeur national de l'agriculture